répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Bien, plusieurs questions. D'abord, une réflexion préalable, mais j'aimerais bien aussi vous entendre là-dessus. Vous l'avez dit, il y a un défaut dans le niveau d'informations que vous avez pu recevoir du gouvernement qui fait que vous avez du mal à évoquer, apprécier le niveau des recettes et dépenses en raison de la parcimonie des informations. Vous avez dit vous-même qu'on était dans un moment exceptionnel et que cette fois-ci, la responsabilité du gouvernement actuel n'était que partielle. N'empêche, le problème, c'est qu'à l'arrivée, c'est quand même un problème démocratique qui se pose. Bon. Et donc, moi, j'aurais un peu une question de savoir comment, parce que c'est pas la première fois, même si cette fois-ci, c'est, vu les événements un peu plus gravissimes, comment vous pensez qu'on pourrait résoudre ça, j'allais dire, de manière quasiment obligatoire pour les prochains PLF. La deuxième chose, je voudrais vous poser comme question, vous dites que le déficit public prévu pour 2024 à 4,4 points de PIB en projet de loi de finances pour 2024, 5,1 dans le programme de stabilité est désormais prévu à 6,1 points, soit un écart de 1,7 points de PIB et une dégradation de 0,6 points par rapport à 2023. Cette variabilité dans les estimations qu'on avait commencé à avoir en 2023 est évidemment préoccupante. Pour moi, j'aimerais que vous ayez peut-être avez-vous un avis d'où vient cette variabilité. Certains parlent d'insincérité, d'autres de cécité, d'autres de problèmes techniques. Est-ce que vous avez un problème, étant donné qu'on doit tous au moins être d'accord sur la gravité de la chose? Parce que moi, je suis sûr que les taux d'intérêt français n'augmentent pas seulement en raison de l'augmentation des déficits, mais aussi de la crédibilité de la France à avoir un appareil d'État qui donne des informations justes, crédibles, sur lesquelles peuvent se reposer justement les marchés au moment où ils prêtent. Si ça s'était bréché, c'est très inquiétant. Et je dois dire à mes collègues que je leur proposerai dans les semaines à venir le fait que, comme j'en ai la possibilité, au moins on déclenche, après il y a d'autres personnes qui doivent l'accepter, le fait que notre commission des finances se transforme en commission d'enquête afin d'étudier les causes de la variabilité des prévisions fiscales et budgétaires et de l'évolution des déficits publics ces dernières années. Évidemment, je vous saisirai là-dessus, parce que ça me semble quelque chose qu'on ne peut plus accepter pour les raisons que je viens de dire. J'en viens à mes questions. Ma deuxième question, vous avez évoqué et décrit dans votre document le fait que les 60 milliards d'euros d'économies sont en réalité comparés avec une évolution tendancielle sur laquelle vous-même, d'ailleurs, vous contestez le chiffre, et qui ferait qu'au final, l'effort de 42 milliards évoqué pour la baisse des dépenses serait plutôt de 12 milliards et la hausse des prélèvements serait plus importante. Bon. Moi, j'ai une question à vous poser là-dessus. Je vois bien la chose, mais est-ce qu'au final, ce chiffre de l'évolution tendancielle qu'on a peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas finalement le meilleur critère qui soit, puisque ça nous permet de comparer le budget, non pas seulement par rapport à l'inflation, mais aussi à la façon dont on répond aux besoins des Français de la manière égale par rapport à un budget précédent. Autrement dit, ça tient compte de l'augmentation de la population, vieillissement. Donc est-ce que finalement, c'est pas un bon point de comparaison pour juger? Mais dans le même temps, de toute façon, en dehors de ça, vous le dites aussi sur le budget de l'État, en tout cas, vous dites vous-même que c'est un effort de 1,2 point de PIB, que c'est d'une ampleur inédite, qui fait que là, par contre, même si on ne tient pas compte de l'évolution tendancielle, c'est une baisse de facto par rapport au budget et l'inflation. Et donc, par rapport aussi aux résultats que nous avons reçus tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas dans les répercussions que ça peut avoir, notamment sur plusieurs ministères qui seront fortement impactés? Deuxièmement, y compris d'ailleurs votre avis, vous le précisez, ces mesures ont un réel effet sur l'activité, ce qu'on appelle un effet récessif éventuel. Est-ce que là-dessus, vous avez tenu compte des conséquences plus larges, des effets négatifs durables sur le cadre économique qu'aura une telle politique sur l'activité des prochaines années? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? On parle éventuellement la surestimation des dépenses, mais votre document ne dit rien, ou en tout cas c'est une interrogation, sur peut-être la surestimation des recettes. Bon. Alors pourquoi j'ai une interrogation? Parce que l'an dernier, on nous a parlé d'une taxation des énergéticiens qui était à 12 milliards et qui s'est finalement, 14 milliards, qui s'est finalement révélée à quelques centaines de millions d'euros. Alors est-ce que dans les documents qui vous ont été transmis, vous avez éventuellement perçu pareil risque
Bon, je vois que notamment déjà on met le report d'une année de la réduction de la CVAE, comme les hausses des recettes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça peut quand même être discutable, ainsi que le reversement de 2 milliards d'euros par EDF. Là, j'ai peut-être déjà ces interrogations, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues à ce sujet-là? Voilà, pour ma part, les questions. J'avais juste une dernière réflexion, mais vous savez qu'on a souvent ce débat. Je pense que la dette et la charge de la dette, c'est pas anecdotique, vous avez raison, mais la question, c'est peut-être la dette, c'est pas et la charge de la dette correspond à un moment donné de l'argent qui n'a pas été mis par la fenêtre. Bon, et donc je continue à penser que la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de la dette. Et effectivement, quand ça sert avant tout à faire en sorte que les 62 milliards de recettes en moins que vous avez vous-même évoqué lors de vos dernières auditions desservent l'État et quelque part affaiblissent, augmentent les déficits, je crois que c'est peut-être aussi de ce côté-là que là, on peut parler d'une mauvaise dette. Voilà, si vous pouvez me répondre, non pas à cette dernière réflexion, mais aux autres questions en tout cas. Oui, Monsieur le Président. Bon, d'abord, sur les informations, je fais quand même largement la part des circonstances, que je n'ai pas besoin de vous ramener ici. Une dissolution, un gouvernement qui a longtemps été en affaires provisoires, un Premier ministre nommé plus tardivement que prévu, d'un mois, un gouvernement nommé encore un peu plus tard, 15 jours après. Bon, le gouvernement, le Premier ministre l'a dit, a été élaboré dans des conditions particulières et très rapides. Cela dit, je ne peux pas me satisfaire entièrement de cela. C'est pour ça que nous soulignons, y compris d'ailleurs, que certaines informations, mais je l'ai dit au ministre de l'économie et des finances, que nous avions demandé, ne nous ont pas été transmises. Et à l'avenir, il faudra tout simplement que les droits qui sont évoqués par la loi organique pour le Haut Conseil d'avoir accès aux informations qu'il demande soient respectés par le gouvernement. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pas toujours facile à obtenir. Pour la variabilité, je partage totalement votre sentiment. Je pense qu'une des raisons qui fait qu'on doute de nous, c'est que nous ne cessons de donner des chiffres, je l'ai dit moi-même dans l'exposé, qui bougent au fil du temps. Et donc, à partir du moment où on prend une cible, il faut la respecter et s'en donner les moyens. Et notamment quand le PSMT aura été complété, la Commission européenne, je le sais d'expérience, jugera sur à la fois la trajectoire, mais aussi sur les mesures mises en face pour la remplir. Pour ce qui est des 60 milliards, je n'ai pas contesté le tendanciel. Je dis que le tendanciel, nous ne sommes pas en mesure de l'apprécier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en partie conventionnel. C'est-à-dire on se dit, bon, si on n'avait rien fait, on aurait été à 6, 8, 7%. C'était la note du Trésor qui a été diffusée. Bon, ça veut dire qu'on aurait continué à être sur une pente catastrophique. Pas forcément, d'une certaine façon. Et du coup, le tendanciel est beaucoup plus élevé que les prévisions de croissance potentielle et effective, ce qui suppose qu'effectivement, les choses auront continué à se dégrader. Alors, à partir de ce moment-là, il y a sans doute des éléments qui vont dans le sens de ce raisonnement, il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai souligné que ce n'était pas indifférent, mais une différence. Mais pour ce qui est du Conseil, il doit réfléchir en structurel. Et de facto, de quelque façon qu'on s'y prenne, la contribution en dépenses et en recettes est de 70-30 du côté des recettes, et pas de l'autre sens. Par ailleurs, les différences de classification que j'ai évoquées, que vous avez confirmées pour ce qui vous concerne, on peut d'ailleurs faire un exercice plus détaillé, vous aurez à le faire, pousse à dire que même en tendanciel, on ne serait pas en fait aux 2 tiers, 1 tiers, mais plutôt à 50-50. Pour ce qui est des effets négatifs, à peu près, puisqu'on va reclasser à 30 milliards, et même à 60, ça fait 50-50. Je raisonne un peu en coin de table. Pour ce qui est des effets négatifs de la croissance, nous ne les estimons pas. Vous savez qu'il y a des multiplicateurs, donc si on se base sur l'idée qu'on a un effet de freinage de 1,2, si le multiplicateur est à 0,5, ce qui est parfois évoqué, nous arrivons à quelques 0,6 de croissance. Pour la surestimation, ce n'est pas un mot que nous utilisons, mais nous disons qu'en effet, les prévisions de recettes et de dépenses sont élevées. Elles sont surestimées, mais elles sont assez hautes. Enfin, sur la dette, nous avons, c'est vrai, une divergence d'appréciation que je suis obligé de confirmer. Vous n'avez peut-être pas tort sur à quoi sert cet argent, mais je n'ai pas tort non plus de constater que quand nous remboursons 70, après 53, après 25 et avant 90 milliards d'euros par an, pour définir des programmes d'action intelligents pour la suite et d'investissement dans l'avenir, évidemment, notre marge de manœuvre se trouve considérablement réduite, surtout si nous ne faisons pas l'effort de réduire la dette et si nous observons par ailleurs un renchérissement du coût de notre dette. Parce que je rappelle que tout ça se finance quand même
sur des marchés sur lesquels nous émettons quelques 315 milliards d'euros. Merci, monsieur le rapporteur général.